L'actualité de ces derniers jours, ce sont les impressions de Patrice Talon suite à l'affaire qui a conduit son allié et frère Olivier Bokor en prison après une condamnation à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. C'est la première fois que le chef de l'État s'est prononcé après l'éclatement de cette affaire. Un entretien avec Jeune Afrique a permis au président de la République d'exprimer sa peine et sa désolation. Patrice Talon dit avoir vécu cette situation comme un drame, une tragédie intime. Quant à ses regrets, le chef de l'État dit regretter d'avoir perdu son meilleur ami, un état d'âme que comprend le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Il a dit quelques heures après la publication de cet entretien par le média. Constantine Tandé. Le président Patrice Talon effectue une première sortie depuis la condamnation de son allié Olivier Bokor. Au cours d'un entretien accordé à Jeune Afrique, abordant cette question, Patrice Talon affirme avoir vécu cette situation comme un drame et une tragédie intime. Un sentiment que le consultant politique Agapit Napoléon Maforican affirme avoir compris lors de son décryptage spécial de ce vendredi. Quand vous avez un personnage de ce genre, celui pour qui il travaille est en train de finir, on se dit bon, la logique c'est qu'il serait naturellement la succession. Si lui-même n'y pense pas, ça aurait été plus facile. En y pensant, ça gâte le jeu. Je comprends, le président Talon, on peut comprendre son amertume. Et le cercle de rédacteurs, c'est pas eux les responsables. Je pense que c'est l'individu. En réalité, les flatteurs doivent exister. C'est normal. Toute société vit de la flatterie. L'essentiel est que le responsable doit avoir un côté cour, un côté jardin. La conscience. Malgré toutes les sorties du porte-parole du gouvernement et du président lui-même sur un supposé troisième mandat, Patrice Talon réaffirme une fois de plus qu'il ne briguera pas un nouveau quinquennat. Nous aurions aimé qu'un moratoire, une sorte de mécanisme fût trouvé pour permettre à Patrice Talon de se taper encore 5, 10, 15 ans. S'il avait encore l'envie de le faire. Parce que, vous voyez, le changement des systèmes, même des hommes, il y a toujours un chamboulement. Celui qui est Patrice Talon va demain ne sera jamais Patrice Talon. Or, il se fait que sur 10 années, on a vu ce qu'au moins lui l'a fait. Moi, je ne suis pas pressé. Personnellement, je ne décompte même pas les jours pour savoir qui va être candidat. Pour moi, je me satisfais et je savoure ces moments pathétiques que nous vivons avec Patrice Talon. L'essentiel est que la dynamique soit maintenue avec la même rigueur. Et comme il a dit, celui qui viendra fasse beaucoup mieux que lui. Même si le président de la République affirme quitter le monde politique après 2026, Agapit Napoléon Maforican souhaite quand même qu'il poursuive son rôle afin de renforcer la réforme du système partisan. C'est mon souhait à moi, qu'entre-temps que les courses qu'il va faire à la plage, qu'il ait de la place pour la réforme du système partisan. Il faut renforcer. Comme je l'ai dit, nos partis sont là. Ils sont créés. Il faut les animer maintenant. Cette sortie de Patrice Talon vient surtout dissiper tout sentiment de doute qui taraude les esprits sur la question d'un supposé troisième mandat. Preuve que le respect des tests constitutionnels reste et demeure un principe sacré pour le président de la République. Plusieurs autres sujets ont été abordés dans cet entretien. Les pressions, par exemple, pour la libération de Réké Amadougou et Joël Aïvor. Si je le faisais, cela reviendrait à confirmer que les péchés commis sous le couvert de la politique sont plus pardonnables que les autres et ce serait injuste, a répondu le chef de l'État. Selon lui, Réké Amadougou et Joël Aïvor ne sont pas des détenus politiques. 2026 a aussi été au cœur de cet entretien, notamment la succession. À cette question, Patrice Talon confie à nouveau ne pas vouloir d'un troisième mandat et sur sa succession, il communiquera le choix de son dauphin le plus tard possible. Ce timing n'empêche-t-il pas l'animation de la vie politique? Voici la réaction du consultant politique. Il y avait le bruit, le brouhaha d'antan, mais la réforme du système partisan est passée par là. Le nouveau code électoral est passé par là. C'est ça fait partie des grands changements sous Patrice Talon et qui resteront comme des grands changements depuis notre indépendance. Je pense que c'est cela qui fait, moi, ma fierté de finalement me retrouver autour de ce sérail, de contribuer à ma manière, de contribuer à votre manière, vous le faites. Ça doit être notre fierté à nous tous les Béninois associés à ces transformations, à ces accomplissements, doivent être fiers. L'animation de la vie politique doit être cohérente, doit être organisée, doit être disciplinée. Et donc, les partis sont remis au cœur du jeu.
Ça perturbe. C'est de ça que nous parlions tantôt. Sinon, c'est les suscitations de candidatures, c'est les sorties intempestives. C'est chaque parti, chaque village, chaque commune, chaque clan, chaque famille avec son parti et son candidat. Une quarantaine, une trentaine. Alors, donc c'est logique. Aujourd'hui, tout est organisé. Donc, moi, je trouve que c'est une évolution à laquelle on n'est pas encore habitué. On est habitué au bruit. Maintenant, il y a la réflexion. Donc, le chef de l'État qui est là, il est le chef de la majorité. Il suggérera son successeur à ses partisans qui vont l'accepter par peut-être un mécanisme qui vont définir. Il ne reste que 7 mois. Donc, du coup, il ne sortira pas le nom dans 7 mois. On peut le dire en 1 mois. On peut le dire sur moi, pourquoi pas. J'estime que ce n'est pas l'essentiel. La demande de libération de Réké Amadougou et de Joël Aïvo est revenue aussi sous un autre format cette semaine. Cette fois-ci, c'est l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, qui en a fait son affaire. Sur RFI, le premier président de l'ère du renouveau démocratique a désapprouvé ce qu'il appelle détérioration des libertés au Bénin sous Patrice Talon et a lancé un ultimatum. Il faut que les détenus politiques, Madougou et Aïvo, soient libérés fin 2025. Venant d'un homme d'État, ces propos constituent une défiance vis-à-vis des institutions. Se désole, Joël Ataï-Guédégbé, expert en gouvernance, et Agapit Napoléon Maforican, consultant politique. C'était sur le plateau du Forum politique de ce 12 mars 2025. La défiance, je l'ai vue il y a quelques années quand on faisait injonction au président Talon. Là, il y a eu une injonction par rapport à... C'était autour de 2019. Là, il y a eu une injonction. Non, ce qu'il dit, il rapporte... On le met, on lui donne un ultimatum. Oui, voilà. Ça aurait dû mériter une interpellation. Du président Soglo ou bien du président Yahi. Je crois que c'est plus le président Yahi qui l'avait dit en 2019. Mais ici, il rapporte... des échanges qu'il a eus avec le président Talon. Nous n'y étions pas. Des engagements qu'il aurait pris. Et il fixe donc l'horizon de 2025, de cette année. Pour le voir tenir parole. De la part d'un homme d'État, c'est désobligeant. Parce que si vous mettez sur la place publique de tels échanges, vous n'êtes plus digne d'être admis à d'autres échanges. On peut vous fermer la porte. On peut vous fermer encore plus l'oreille. Ce n'est pas souhaitable. Et j'ose croire qu'il saura trouver les moyens de renouer le dialogue et d'être plus mesuré dans ses demandes, même si c'est un plaidoyer compréhensible. Mais un plaidoyer de ce type se doit d'emporter davantage l'adhésion par son objectivité, par son caractère moins partisan, moins népotiste. Les expressions exilés politiques et détenus politiques, ça ne peut pas venir de la bouche de l'ancien président de la République. C'est déjà ça le gros problème, mais pas de lui. Ça montre qu'on n'a pas donné un contenu. La Cour constitutionnelle aurait dû régler cette question par rapport à l'article 34 de notre Constitution. Tout citoyen a le devoir impérieux de respecter la Constitution et les institutions qui en découlent. Quoi qu'en soit les circonstances, c'est comme ça. Si la Cour avait statué au moins une fois sur ça, comme elle a statué sur l'article 35, c'est plus facile de faire des statuts sur l'article 35 que l'article 34. Elle aurait dû faire injonction comme elle sait le faire, et comme elle a fait souvent, aux parlementaires de réglementer. En réalité, lorsque le président Soglo, à cette hauteur-là, au lieu de plaider pour un élargissement, parle de détenus politiques. Et il a cité clairement, vous voyez, Olivier Bokor et Omeki, eux, clairement, ils ne sont pas en détenus politiques. C'est les opposants. Or, dans les mêmes situations, ils étaient jugés par la même institution. Et dans les mêmes situations, ils ont dénégué. La justice a fait ses enquêtes et a conclu. Alors, pourquoi on pense que dans un tel cas, on peut citer. Donc, il y a une prise de position qu'on peut comprendre, mais qui est en défiance de l'État. Parce que l'État, ce n'est pas Talon. L'État, c'est l'État avec ses règles. L'affaire d'Aïvo est à nouveau devant la justice. C'est la 4e fois que ce dossier est inscrit au rôle depuis que l'affaire a pris corps.
En 2015, 2016 et 2018, l'affaire a été évoquée en assises. Cette année, c'est la première session criminelle de l'année qui connaît du dossier avec les mêmes prévenus à la barre et les mêmes noms qui ressortent. Les deux accusés ont déposé. Kodjo Kossi Alofa a tenu les mêmes propos que ceux tenus en 2018. Il a dit en effet ne pas connaître Urbain Dainvo et avoir endossé l'assassinat parce qu'on lui aurait promis de l'argent. Il ne sait pas non plus si le corps retrouvé derrière sa concession est celui de Dainvo. Alofa a également fait remarquer que malgré son incarcération, il était bien entretenu. Donatien Amoussou, le co-accusé déposant, a aussi expliqué ne s'être associé à rien du tout. Lors de ses premières audiences, Kodjo Kossi Alofa, présenté comme féticheur, a plaidé coupable de l'assassinat du fonctionnaire du ministère des Finances. Mais depuis 2018, il est revenu sur sa déposition et maintient cette dernière version. Il ne connaît pas Dainvo et ne l'a pas tué. On a aussi entendu le principal accusé faire des déclarations sur son évasion présumée de la prison d'Akpo-Misrété où il était en détention. Le prévenu a déclaré ne s'être jamais évadé, mais plutôt sorti de la prison. Il a expliqué que ceux qui l'ont sorti lui ont remis 50 000 francs CFA au lieu de 25 millions promis, puis l'ont déposé à Lomé, frontière Bénin-Togo. Ce procès reprend suite à une décision de la Cour constitutionnelle le 23 janvier 2020 suite à une saisine des accusés. La Cour a statué que la longueur de la détention sans que le tribunal ait déterminé la culpabilité des prévenus constitue une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Rappelons que l'affaire Dainvo est celle d'un cadre du ministère des Finances disparu sans laisser de traces le 17 août 2010 aux environs de 21h alors qu'il rentrait de service à bord de sa voiture. Le 23 août 2010, la Fédération des syndicats du ministère chargé des Finances, FESINTRA Finance, annonce sa disparition. Le 27 septembre 2010, un corps non identifié par la famille du disparu est exhumé à Abomey-Calavi au domicile d'un repris de justice et présenté par le procureur de la République comme étant celui de Pierre Urbain Dainvo, le frère du disparu Grégoire Messon Dainvo, qui a assisté à l'exhumation, ne reconnaît pas le corps de Pierre et dénonce un montage de l'État. L'opposition, les syndicats et les parents du disparu accusent l'État de l'avoir éliminé pour avoir révélé plusieurs scandales financiers, notamment l'affaire ICC Service. Un suspect, Kodjo Kossi Alofa, un présumé complice, Amoussou Donatien, seront alors arrêtés et écroué à la prison civile de Misrété. Avant la suspension de l'audience, mercredi 12 mars, pour reprise le 19 mars 2025, plusieurs témoins sont passés à la barre. Le colonel désormais à la retraite Sévérin Koumansegbo, chef sécurité du président Boni Yayi au moment des faits, qui nie tout lien avec la disparition de Dainvo et ajoute qu'il n'a pas parlé du dossier avec Yayi. Augustin Amoussou, frère de Donatien Amoussou, le médecin légiste Cédric Bigot, ainsi que Brice Tokpanou, huissier de justice. L'audience va se poursuivre le 19 mars avec l'audition de l'ancien directeur de l'ORTB, Julien Akpaki, convoqué à la barre en qualité de témoin. La reprise de ce procès est saluée par des acteurs et analystes politiques qui espèrent connaître à l'issue de ces audiences les responsables de la disparition de Pierre Urbain Dainvo. La justice est dans le temps, dans son timing, dans son rythme. La justice a travaillé depuis 15 ans finalement pour nous dire maintenant qu'elle est prête à pouvoir boucler ce dossier. Que je me souvienne qu'en 2015, 2016 et 2018, déjà pas 15 ans directement dans les liens de la justice sans que la justice ne fasse rien. Ce dossier en instruction depuis 15 ans, c'est vrai, mais il y a eu un procès des procès qui ont été organisés, déjà même en 2015, en 2016 et en 2018, mais qui à permettre à ce que l'instruction puisse aller à son terme. À un moment donné, il y a eu un changement de gouvernement parce qu'à un moment donné, le dossier, s'il faut le dire, avec l'ancien régime, a été politisé et il y a eu des difficultés. L'heure a sonné pour que ceux-là, pour ne pas dire les deux, qui sont retenus dans les liens de la justice depuis 14 ans, puissent être écoutés. Peut-être ils seront innocentés ou bien condamnés. Pourquoi pas, le dossier peut être toujours reporté. Donc, on ne saurait rien dire pour le moment. Une chose est claire,
le dossier s'ouvre à nouveau pour le bonheur du peuple béninois. Il faut qu'on dépolitise l'affaire et qu'on passe aux choses sérieuses pour permettre d'abord au peuple béninois de comprendre ce qui s'est passé réellement et ensuite pour permettre à la famille, surtout la famille directe de Danyuva, je vais parler de son épouse et de ses enfants et de la grande famille, de pouvoir faire le deuil de leur défunt si effectivement il n'existe plus, parce qu'on en a vu ailleurs où de telles situations, de telles affaires, oui, pendant longtemps, le monsieur est déclaré mort, décédé, mais peut-être 15 ans, 20 ans après, il réapparaît. On retrouve que oui, il n'y a pas affaire de sosie, c'est l'individu même. Les députés ont adopté jeudi 13 mars 2025 la loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Le texte de loi reconnaît 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Au regard de cette catégorisation, dans chacun des royaumes identifiés, l'autorité traditionnelle est assurée par le roi. Dans les chefferies supérieures, l'autorité traditionnelle est confiée au chef supérieur et enfin, dans chacune des chefferies coutumières, l'autorité traditionnelle est assurée par un chef coutumier. La dite loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés, moins 18 voix contre. Chérifatou Dansou. C'est l'un des textes de loi dont l'étude était attendue par tous depuis quelques mois. Le projet de loi sur la reconnaissance de la chefferie traditionnelle déposé sur la table du Parlement a été étudié par la Commission de loi des droits de l'homme qui livre ici son rapport. L'absence de cadre juridique clair pour encadrer les chefferies traditionnelles a conduit à un affaiblissement de l'autorité morale et à des dérives dans leurs fonctions. Ce contexte exige une réforme visant à redonner aux autorités traditionnelles leur rôle fondamental de gardien des us et coutumes ainsi que de promoteurs de la paix et de la cohésion sociale. Ainsi, le gouvernement, conscient de leur importance dans la vie sociale et politique, s'est engagé à constitutionnaliser la chefferie traditionnelle et à élaborer un projet de loi pour encadrer leur rôle et leur fonctionnement. Le projet soumis à la représentation nationale vise à définir un cadre juridique pour les pouvoirs des autorités de la chefferie traditionnelle, conférer une reconnaissance légale aux chefferies traditionnelles existantes sur le territoire béninois, fixer les règles garantissant leur organisation et leur rôle dans le développement socio-économique du pays, reconnaître leur contribution à la cohésion sociale et à la préservation des identités culturelles. Le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale pour examen et vote s'inscrit dans le respect de la Constitution révisée en 2019 qui reconnaît la chefferie traditionnelle comme gardien des us et coutumes. Ainsi, le texte de loi dont le processus de rédaction a été conduit par un comité d'experts mis en place par l'exécutif reconnaît 3 principales catégories d'autorités traditionnelles. Il s'agit des rois, des chefs traditionnels et des chefs coutumiers. Quel problème entend résoudre le projet de loi? Il ressort des échanges que la chefferie traditionnelle, pilier historique et culturel du Bénin, a connu de profondes transformations. De la colonisation à l'heure du renouveau démocratique, elle a été marquée par des reconfigurations successives sous l'effet des influences politiques et sociétales. En clair, ce projet du gouvernement permet de clarifier la question en vue d'une meilleure organisation de la chefferie traditionnelle. L'adoption du projet de loi en étude permettra de valoriser, de moderniser les chefferies traditionnelles tout en respectant leur rôle historique et leur place dans la société béninoise. En conséquence, la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme suggère à la plénière d'adopter le présent projet de loi tel qu'amendé. Le texte de loi tel que présenté indique que la dévolution du pouvoir au sein de chaque chefferie sera supervisée par un conseil de désignation, assurant ainsi une transition du pouvoir ordonnée et conforme aux traditions.
un aspect des choses qui n'agrée pas certains députés. Le présent projet de loi semble pécher en omettant d'une part beaucoup d'organisations traditionnelles politiques communautairement bien reconnues, en classant d'autre part certaines chefferies au même niveau d'échelle alors qu'elles ne devraient pas y être. Monsieur le Président, il me plaît de souligner que beaucoup de clarifications méritent d'être faites dans ce projet afin d'éviter des confusions susceptibles de générer des conflits ultérieurement sur le terrain. Au total, Monsieur le Président, cette loi, pour ma part, en état, risque de créer plus de problèmes que de solutions dans le futur. Contrairement à d'autres représentants du peuple, cette loi contribuera à résoudre plusieurs problèmes. Je félicite ceux qui ont eu l'initiative de penser à la 4e catégorie, celle des chefferies communautaires. J'avoue que c'est une belle initiative puisque dans beaucoup de localités, ceux qu'on appelait rois qui deviennent aujourd'hui chefs supérieurs ou alors qui étaient chefs supérieurs qui aujourd'hui vont devenir peut-être lambda, avoir la catégorie de chefs communautaires permettrait quand même d'éviter certaines frustrations et il reste simplement à ce que la loi puisse trouver les voies et moyens pour mieux encadrer cela. Nous devons avoir le courage d'avancer, Monsieur le Président. Nous devons avoir une boussole. Ceci va servir donc de base pour tout Béninois qui aspire à ce que le Bénin puisse quand même doter des moyens qui permettent de valoriser son patrimoine culturel comme nos pays limitrophes. Ce texte de loi permettra désormais à l'État béninois de reconnaître 16 rois, plusieurs chefs supérieurs, des chefs coutumiers ainsi que des chefs communautaires dont la liste est limitativement définie. Les membres de la représentation nationale l'ont acté à une large majorité en adoptant la loi portant reconnaissance de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. La première session extraordinaire de l'année 2025 a donc été clôturée par le président de l'Assemblée nationale à la suite de ce vote. Toujours à l'Assemblée nationale, lors de la séance plénière de ce 12 mars, les députés ont adopté la loi numéro 2025-06 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Cette modification du texte initial permettra une meilleure organisation des procédures pénales en garantissant des jugements plus rapides et plus accessibles. Retour sur les débats avant vote. La justice pénale est souvent tiraillée entre l'exigence d'assurer le jugement efficace de la personne poursuivie dans un délai raisonnable et celle de garantir le respect des droits de la défense. C'est dans le but d'améliorer la transparence et de s'adapter aux nouveaux enjeux de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale que la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin a été modifiée et complétée successivement par la loi numéro 2018-14 du 14 juillet 2018 et la loi numéro 2020-23 du 19 septembre 2020. La mise en œuvre de la réforme projetée par le présent texte de loi nécessite d'agir sur deux leviers importants, à savoir l'organisation de la procédure en cas de crime flagrant et l'organisation de la permanence du jugement des crimes. Il est à noter que pour certaines infractions flagrantes, l'instruction prend énormément de temps et entraîne de longues détentions provisoires, bien qu'elle n'apporte pas plus d'éléments nouveaux que ceux déjà établis par l'enquête de police. Par ailleurs, le jugement du crime se trouve être limité à des sessions périodiques plutôt qu'à une permanence de la juridiction de jugement des crimes. Telles sont les motivations du présent projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013, modifiée et complétée portant code de procédure pénale en République du Bénin.
Parlons du contenu du présent projet de loi. Il faut noter qu'il comporte 7 articles. Après lecture du rapport, des réactions n'ont pas manqué au sein des députés présents. D'autres y voient un bon projet, mais pour certains, cela vise à suspendre le juge d'instruction. Améliorer le fonctionnement de la justice, c'est aussi rassurer le justiciable qu'est le citoyen. Améliorer donc le fonctionnement de la justice à travers les procédures, et nous y sommes, et aussi à travers le renforcement de capacités ou la formation des acteurs. Cela m'amène à attirer l'attention du gouvernement sur le fait que nous allons jouer notre partition. Mais il va falloir faire accompagner le vote de cette loi de code de procédure pénale avec tous les éléments de motifs énumérés pour que ce soit concrétisé. Monsieur le Président, en l'état, ce projet de loi réduit considérablement les attributions du juge d'instruction. Et c'est au parquet de donner le dossier qu'il veut au juge d'instruction. Et cela n'est pas de nature à garantir l'indépendance de la justice. Le ministre de la Justice, Yvon Detchenou, a toutefois apporté une explication concise sur le projet en question. La loi que nous prenons, ou la loi qui est proposée, le projet qui est devant l'Assemblée, ne vise pas à supprimer le juge d'instruction. Ce projet ne vise pas à remettre en cause l'existence du juge de la liberté de la détention. Il ne remet pas en cause le dispositif légal existant par rapport au contrôle de la détention. Le projet se focalise exclusivement sur une voie qui n'était pas encore totalement clarifiée dans notre code par rapport à certaines infractions flagrantes. Il ne régit pas le délit flagrant. Nous n'avons pas touché aux dispositions concernant le délit flagrant. Il vient réglementer le crime flagrant, essentiellement. Place à présent au vote des députés après une suspension. Qui sont ceux qui sont pour? Procuration pour. Qui sont ceux qui sont contre? Merci. Procuration contre. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du mercredi 12 mars 2025 la loi numéro 2025-06 modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 modifiée et complétée portant code de procédure pénale en République du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés, moins 22 voix. C'est ainsi qu'a été votée la loi numéro 2025-06 portant code de procédure pénale en République du Bénin, marquant ainsi une étape importante dans le renforcement de la transparence et de l'efficacité du système judiciaire du pays. Vie des médias. Le média en ligne Bénin Web TV est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La carte de presse du promoteur a aussi été retirée. Il est reproché à l'organe la violation de plusieurs dispositions du code de déontologie et de celui de l'information et de la communication. Considérant que dans ces articles publiés les 21 et 23 janvier 2025, le média en ligne Bénin Web TV a fait des allégations tendant à faire croire que la HAC a défendu des chiffres erronés à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale le 27 novembre 2024, considérant que lors de la présentation de son projet de budget exercice 2025, la HAC n'a défendu aucun chiffre erroné et que son président n'a jamais exigé un autre véhicule de fonction, considérant que, sans attendre la notification de la décision numéro 25009-HAC du 11 mars 2025, lue devant lui, M. Paul Arnaud Deguenon a récidivé le même jour dans ses accusations sans fondement contre la HAC et s'en est pris vertement à l'institution sur son site, considérant que l'intéressé, au cours de son audition publique, avait confessé avoir des difficultés dans l'usage à bon escient des mots, considérant qu'au surplus, le promoteur du média en ligne a reconnu ignorer les procédures budgétaires et parlementaires
La plénière, après en avoir délibéré, décide. Le média en ligne Bénin Web TV est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La carte de presse de M. Paul Arnaud Deguenon, promoteur de médias en ligne Bénin Web TV, est retirée. Il ne doit plus se faire prévaloir de sa carte de journaliste sous peine de subir la rigueur de la loi. En cas de non-respect de la présente décision, le promoteur du média en ligne Bénin Web TV s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée au promoteur du média en ligne Bénin Web TV, à l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ACEP, au Centre national d'investigation numérique, NIN, à Monsieur le procureur de la République et publié au journal officiel. Autre volet de l'actualité, une délégation du cadre de concertation de l'opposition a été reçue cette semaine par la Sénat. Les préparatifs des élections étaient au cœur de la séance. Voici avec précision ce qui a été dit. Nous avons discuté à bâton rompu et nous avons retenu deux choses. On est d'accord sur deux choses. La première préoccupation est centrée sur le recrutement des agents électoraux, la composition, le recrutement et la composition des agents électoraux, et puis le recrutement des coordonnateurs d'arrondissement. Sur le premier point, nous sommes d'accord, la Sénat et nous, que lorsqu'ils passeront à la phase pratique, que nous serons là. Et pour les coordonnateurs d'arrondissement, nous avons demandé à avoir la liste des postulants. La Sénat n'est pas contre. Notre deuxième préoccupation a été la transparence et la sincérité du vote. Et cela s'est centré surtout sur l'article 93 du Code électoral. Le dernier point de cet article-là dit que le coordonnateur d'arrondissement désigné par la Sénat doit afficher la dernière copie, mais en donner également copie aux partis qui sont candidats à l'élection, aux partis présents. Là-dessus, la Sénat a estimé qu'on ne peut pas afficher une copie et donner encore copie aux partis politiques. Donc, c'est sur ces deux points-là qu'on s'est véritablement entendu. Toujours sur l'échiquier politique, les Patriotes, c'est le nouveau parti politique en cours de création. Les actes préparatoires ainsi que l'idéologie de la formation ont été présentés à la presse. Les Patriotes, ce n'est pas un parti de plus sur l'échiquier politique béninois. Il est l'expression, ce parti, d'un besoin profond ressenti par des milliers de Béninois. Celui d'un espace politique où les idées nouvelles, où les talents et les ambitions collectives peuvent s'exprimer pleinement et librement. Depuis les années 90, le Bénin était considéré comme un modèle démocratique. Et nous avions organisé plusieurs élections dans la paix et connu des alternances pacifiques. Mais derrière cette vitrine, une grande partie de la population, dont nous nous reconnaissons, est restée sur sa faim. Et pourquoi sommes-nous restés sur notre faim? Parce que pendant que nous célébrions notre démocratie, la réalité quotidienne des Béninoises et des Béninois n'a cessé de se détériorer. C'est dans ce contexte qu'en 2016, contre toute attente, une nouvelle direction a été prise avec des réformes courageuses pour corriger ce que nous, patriotes, nous considérons comme l'état de notre modèle démocratique et impulser un véritable développement. Mais ont aussi suscité des résistances et des tensions. Certains acteurs de l'élite politique classique, habitués à un système qui les avantageait, sont prêts à tout pour revenir à l'ancien modèle. Nous, les patriotes, disons clairement face à cette situation, nous refusons de revenir en arrière. Si la situation dans laquelle nous sommes n'est pas encore celle que nous souhaitons, nous savons qu'elle est mieux par rapport à celle dans laquelle nous étions. Notre combat est donc clair. Premièrement, renforcer et améliorer les réformes pour les rendre plus efficientes, plus inclusives et plus durables. Deuxièmement, faire évoluer notre modèle démocratique vers un système qui garantit non seulement les libertés fondamentales, mais aussi le progrès social et économique pour la majorité.
Enfin, consolider les acquis en matière de gouvernance et de modernisation de l'État tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Nous portons donc une vision claire, construire un Bénin plus souverain, plus juste, plus travailleur et plus prospère, où chaque citoyen a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Nos valeurs fondamentales sont claires, patriotisme et souveraineté, parce que notre premier devoir est de défendre les intérêts de notre nation sans compromission. Justice et équité, parce que chaque Béninois doit avoir sa chance, sans privilège ni discrimination. Solidarité et inclusion, parce que personne ne doit être laissé de côté dans ce projet collectif. Intégrité et transparence, parce que la confiance des citoyens en la politique se mérite par l'exemplarité. Travail et excellence, parce que seul l'effort collectif peut transformer notre pays et garantir un avenir meilleur à tous. À présent, le Conseil des ministres de ce 12 mars, le gouvernement a entre autres décidé de mettre en place un cadre de concertation de l'artisanat au Bénin. En voici les raisons. Mise en place du cadre national de concertation de l'artisanat au Bénin. Cet organisme a essentiellement un rôle de conseil au gouvernement dans la définition de ses stratégies et actions de développement ou de promotion au profit du secteur de l'artisanat. Il participe de la mise en œuvre des dispositions du règlement sur le Code communautaire de l'artisanat de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Celui-ci incite les États membres à disposer d'un cadre réglementaire harmonisé destiné à contribuer à la promotion et à la structuration uniforme du secteur de l'artisanat dans le but de faciliter l'application de la politique, des projets et programmes communautaires. Il vient par ailleurs combler les insuffisances du Conseil supérieur de l'artisanat, créé en 1990 et s'inscrit dans la dynamique de réorganisation du secteur tel qu'engagé par le gouvernement depuis 2016. Le cadre de concertation rassemblera les acteurs institutionnels concernés, notamment les principaux représentants de structures sectorielles liées à l'artisanat, les représentants de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et des fêtières des organisations professionnelles d'artisans. De ce fait, son action permettra de mettre en symbiose toutes les parties impliquées sur les principaux champs d'intervention, à savoir l'apprentissage et la qualification des artisans, le renforcement de leurs capacités, la réorganisation des fêtières professionnelles des artisans, le financement adapté. Il en est de même de la protection sociale et des mesures incitatives en faveur du secteur de l'artisanat. Une bonne nouvelle, et ce sont les artisans qui s'en réjouissent avec beaucoup d'attentes. Moi, je suis tellement fier de cette initiative parce qu'on attendait toujours que le gouvernement puisse penser aux artisans. Et le reste à savoir, c'est l'application surtout que nous attendons. S'ils prennent les mesures pour les artisans, c'est une grande fierté pour nous, les artisans, on le souhaite. Et on était toujours en attente de ces genres de propositions parce que l'artisanat, c'est une grande masse de gens qui sont dedans. Et toujours on ne fait que souhaiter la bienvenue, que le gouvernement puisse penser à nous, parce que c'est un secteur vraiment qui donne. Toujours, tout le monde le sait très bien dans le monde entier. En l'occurrence, ce que nous demandons est ceci. L'aide sociale qu'ils pensent pour l'investissement dans le secteur privé. Il faut d'abord, une fois encore, applaudir le gouvernement sur ces actions qui ne fait que mener de jour en jour. Ça devait venir un peu plus tôt que ça, puisque à voir ce qui se passe au sein des artisans, on sentait à nous qu'ils n'étaient pas unis. Mais avec ce cadre-là, je crois bien sûr qu'il y aura de nouvelles bases qui vont prendre des mesures, qui vont s'asseoir ensemble pour prendre des résolutions et bien travailler. Je crois bien sûr que ces actions du gouvernement sont applaudies, même si éventuellement c'est venu un peu plus tard, mais toujours est-il que c'est quand même à applaudir. Les artisans, en commun accord, entre eux-mêmes d'abord, doivent s'asseoir, s'entendre, prendre des résolutions, se conformer aux tests en vigueur qu'eux-mêmes auraient écrits. Et je crois que après tout cela, quand ils vont envoyer leurs mots au niveau du gouvernement, le gouvernement va se rappeler d'eux et à chaque moment qu'ils auront besoin de quelque chose, le gouvernement serait prêt à mettre la main et les soutenir. C'est une bonne décision. On dit souvent quand on est ensemble, on est fort. Alors, s'il peut y avoir un cadre de concertation des artisans, je pense que les artisans, dans l'exercice de leurs fonctions,
pourront mieux s'organiser à côté des associations d'artisans qui sont là, quand ils vont encore plus les mettre dans un cadre de concertation. Je pense que tous les artisans vont parler de la même chose, vont sortir ensemble leurs difficultés pour que l'autorité puisse les entendre. Pour finir, cette reddition de comptes au quartier Ladi, les riverains là-bas ont été sensibilisés sur les œuvres du gouvernement, sur les questions sociales pour l'autonomisation des femmes. L'autonomisation de la femme demeure une priorité pour le gouvernement de Patrice Talon. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées afin de permettre à toutes les femmes d'être épanouies. Pour mieux faire comprendre cela à la population, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, représentée par Noah Agbafa Padonou, a tenu une séance d'échange avec le groupement de toutes les femmes de l'Adji dans le 6e arrondissement. Une occasion pour les femmes de faire part de leurs difficultés et des recommandations à la délégation. Et cela a été une occasion pour nous d'insister surtout sur l'éducation financière et rappeler que très prochainement, le microcrédit à l'AFIA est totalement disponible pour les femmes de Cotonou. Et mieux, nous avons aussi rappelé que le projet Wouri, de concert avec l'ANIP, offre la possibilité à toutes les femmes d'avoir une identité juridique. L'identité juridique donc doit avoir la carte C'est moi. La carte C'est moi qui leur permettra de bénéficier plus facilement de microcrédit à l'AFIA. Pour mieux combler les attentes de ces femmes, le président de la République a décidé d'augmenter le montant du microcrédit. Il va bientôt passer de 50 à 200 000 francs CFA. Une nouvelle très bien accueillie par cette dernière. Le président Talon a instruit, a écouté la voix des femmes et a trouvé que ce sera judicieux de porter ce microcrédit, le montant de ce microcrédit à 200 000. Et c'est cela que nous sommes venus annoncer aux femmes que très vite et très prochainement, le microcrédit à l'AFIA passe à 200 000 et qu'elles pourront en bénéficier massivement à Cotonou. Et cela a suscité un fort engouement, un fort applaudissement. Le microcrédit à l'AFIA permet non seulement de booster le commerce de ces femmes, mais leur permet également de mieux s'occuper de leur famille. Je salue le président Patrice Talon pour tout ce qu'il fait pour nous les femmes, notamment à travers le microcrédit à l'AFIA. C'est la deuxième fois que j'obtiens le crédit. Grâce à ça, j'ai développé mon commerce et je suis très heureuse. Ce qui est encore très bon, c'est que le paiement n'est pas du tout compliqué. Ce projet de prêt est vraiment facile. Grâce à ça, nous qui n'avons personne, arrivons à mieux prendre soin de nos familles. Cet argent m'aide beaucoup. Sinon, comment je vais payer le loyer? Que vont manger mes enfants? Vraiment, c'est très bon. C'est un microcrédit que le gouvernement de notre cher président Patrice Talon a mis en place pour beaucoup aider la population. Et moi j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Une séance d'échange et d'écoute qui s'est soldée par une note de satisfaction. L'on peut en effet lire cette satisfaction sur le visage de ces femmes assoiffées de l'autonomisation. Chaque femme est partie en ayant à présent conscience de toutes les opportunités qui leur sont offertes par le gouvernement à travers le microcrédit à l'AFIA.